Et donc là, j'accueille maintenant, sans plus attendre, Marianne et Régis. Je vous prie de me rejoindre. Nous n'allons pas faire de transition. Merci au dernier de s'installer. Que 10 minutes ou... Non, pas que 10 minutes, tout de suite. Étalez-vous, il y a de la place. Voilà, reste au milieu, très bien. Donc je rappelle, donc, vous voyez, en plus il y a même exactement l'heure de mon retard. Tu m'aides pas en régie en disant qu'ils ont 30 minutes, tu m'aides vraiment pas. C'est pas vrai, vous n'avez pas 30 minutes. Ça vous le voyez pas, mais moi il y a marqué 29 minutes là. Nous allons faire en fait, comment tu as dit Régis, juste, mets-toi plus près quand même, là t'es carrément dans les... Quand on était pendant la pause, il m'a dit donc après les néobanques, c'est Jurassic Park. C'est le retour de Jurassic Park. Ouais. Non, t'exagères. Swift, non parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas Jérémy pour te provoquer qu'il faut que tu fasses Jurassic Park tout seul. Donc effectivement, là ce que je souhaitais, c'était toujours dans cette reprise. Qui c'est qui parle en même temps que moi? J'ai les noms des meneurs. Donc, dans cette reprise post-longue pause de présentiel à l'Axel pour le Payment FinTech Club, j'ai invité exprès quelques très anciens de l'étape, pas forcément en termes de personnes, parce que j'ai pas eu le plaisir, Marianne, de t'avoir parmi nous, mais que ça soit Swift ou Stet, évidemment, vous étiez souvent présents dans ces panels, parce que vous étiez là avant la plupart des FinTech dont on a parlé, voire toutes en fait. Et on va y revenir. Ensuite, nous aurons Hubert qui, très patiemment, parce qu'on a fait exprès de ne pas lui dire à quelle heure il passait, donc il est là depuis 8h30, il attend. Donc c'est la consultation d'avocat la plus chère de la matinée, pour 15 minutes, qui a plein de trucs à nous raconter, mais je ne sais pas sur quoi. Oh, c'est pas sympa ça. Il te reste 20 minutes pour préparer. Ensuite, si Pauline et Sébastien nous font le plaisir d'arriver, parce que je crois qu'ils n'étaient pas là tout à l'heure, nous aurons 2 pitchs de FinTech, et s'ils ne sont pas là, on ira déjeuner à l'heure. Donc, il faut que je rééteigne ça parce que je l'ai rouvert pendant la pause, pardonnez-moi. Donc, nous commençons. Marianne, Régis, je propose que déjà vous vous présentiez brièvement Swift, Stet, c'est quoi? Quelques grands chiffres, voilà. Swift peut-être d'abord. Oui, alors bonjour à tous. Marianne Demarquis, je dirige Swift Europe. Alors, Swift, c'est le leader de la messagerie financière. C'est un acteur incontournable des paiements internationaux. Alors des paiements, que ce soit paiements vraiment internationaux ou titres aussi, puisqu'une grosse partie de notre activité est liée au règlement de livraison, au dénouement des titres financiers. Swift, c'est une coopérative bancaire européenne qui est basée à La Hulpe, en Belgique. On est à peu près 3500 personnes. On est une entreprise vraiment internationale, c'est-à-dire qu'on est partout dans le monde. On a, voilà, notre exco est extrêmement international. Enfin, on est vraiment, vraiment partout dans 200 pays à peu près. Et on est physiquement présent dans une trentaine. Pour vous donner un peu une perspective des flux que l'on gère, c'est le PIB mondial à peu près tous les 3 jours sur nos systèmes. Donc c'est voilà, assez systémique. Alors quand ça tombe, c'est embêtant, quoi. Donc il ne faut pas que ça tombe. Voilà, c'est ça. Il y en a, c'est ennuyeux, c'est embêtant. Donc voilà, et donc on est coopérative bancaire, nos clients sont les grandes banques, mais aussi les infrastructures de marché, les banques centrales, les fintech aussi, pour certaines. Voilà. Vous êtes détenu par les banques par vos membres en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment le modèle coopératif et on est détenu par les banques. Merci. Régis, qu'est-ce que donc la STET? Alors la Stet, elle a 20 ans et c'est un animal qui a beaucoup changé. Donc on parle d'innovation et de Jurassic Park, on est nous dans un parcours d'évolution. Quand on a été créé alors il y a 20 ans, c'était 2004, pardon. On faisait essentiellement de la compensation, donc c'était la création du système Core. À l'époque, il avait fallu 4 ans pour le monter. Je laisse juste réfléchir à tout le monde. Qui peut encore avoir 4 ans pour faire un projet? Et donc ça montre aussi voilà, que les choses ont bien changé. On a réintégré assez rapidement, on a intégré les flux belges dans la compensation. Et puis ensuite, on a continué à développer sur un nouveau business qui est l'autorisation quand on a fait l'acquisition de CR2S. Et depuis, en fin de compte, on ne cesse d'évoluer. On sert une partie des API pour la communauté bancaire française, les API des SP2. On s'est évidemment lancé dans l'IP au moment où c'est sorti. On le fait aussi pour la communauté des banques belges. On accompagne depuis 2018 l'aventure Paylib, le paiement mobile et un certain nombre de databases proxy pour les besoins des banques françaises et de Paylib. Et puis on s'est lancé dans la tokenisation. Pardon, c'est trop compliqué pour moi. Quand tu dis on accompagne, vous faites quoi?
Alors en fin de compte, très Moi, je suis simplement, très concret. Tu branches le on tuyau. est un enabler technologique et puis on permet également l'échange des flux. Donc l'échange des flux, en moyenne, on doit traiter 25 milliards d'euros par jour d'échange, tous les moyens de paiement confondus. Ça reste modeste par rapport à madame. Oui, tout à fait, mais je suis qu'un faire-valoir pour, je suis qu'un faire-valoir pour Marianne. Mais en toute et la cause, voilà, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en moyenne, chaque citoyen français contribue à hauteur de 2 euros par an à la STED, parce qu'à moins que vous ne touchiez pas d'espèces, pas de chèques, pas de virement, pas de prélèvement, et vous n'utilisez pas la carte, vous avez forcément un moment où la STED va permettre à vos paiements, enfin va vous permettre de payer ou d'être payé. Bon, alors en fait, on a très peu de temps, pas du tout ce qui est écrit là, arrêtez de croire ce compteur-là. Deux questions finalement pour vous deux. Ça fait nous une petite quinzaine d'années qu'on fait ces événements. Je crois qu'on était ensemble sur un panel en 2011 au P-Forum, Régis, quelque chose comme ça. Ça ne rajeunit pas. Ouais, c'est ça. Ah, mais comme ça, je me sens moins seul. Finalement, ces 15 dernières années, toutes ces innovations qu'on connaît tous, on n'en a pas parlé tant que ça ce matin, un petit peu dans certains des panels, mais je veux dire, le nombre de fintech et d'innovations dans les domaines, et en particulier dans ceux qui vous touchent, a été très nombreux. J'allais dire, qu'est-ce que vous retenez, vous, en quelques mots pré-Noël? On aime bien faire vous savez, tous les petits clips l'année, alors là c'est 15 ans. Qu'est-ce que vous retenez des choses qui ont été très impactantes pour vos métiers, pas forcément marquantes, mais impactantes, qui vraiment vous ont fait mince, faut qu'on se transforme là, faut qu'on change. Et puis j'aurai une deuxième salve de questions tout à l'heure, plutôt sur, et là j'en ai un peu plus, sur ce qui arrive après. Peut-être Marianne, toi d'abord. Alors, en fait, Swift, effectivement, au départ, c'est une entreprise de messagerie. D'accord. Donc, en fait, une banque envoie un message à une autre banque qui envoie à une autre banque. Enfin, c'est un message qui vaut des sous quand même. Oui, non, clair. Mais le message de flux financier, hein. De toute façon, tout est flux, tout est message. Mais donc, de façon séquentielle. Et donc ça, c'était vraiment le gros de notre activité. Et à partir de, dans les années 2010 à peu près, on a commencé à réfléchir, à se dire, bon, on ne peut pas faire juste des messages séquentiels. Et justement, il y a des nouveaux entrants, de nouvelles technologies, etc. Donc on a transformé l'entreprise en une entreprise qui offre des services de gestion de la transaction de bout en bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, déjà, la mise en place de toute la partie suivie des transactions. Ça paraît évident maintenant, mais ça ne l'était pas avant. En fait, quand tu envoies un message à l'étranger et que tu as une banque correspondante au milieu, eh bien... le message peut être perdu au milieu, en fait. Il peut, enfin, même pas être perdu, mais tu ne savais pas où était oui, ton il était paiement. quelque part, voilà, mais on il était quelque part, mais on ne le suivait pas. Donc là, aujourd'hui, on le suit, on le trace. Donc l'équivalent de la puce RFID dans Chronopost. Exactement. Et si jamais il y a un problème, on peut tout de suite intervenir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pardon. Troisième étape, ça a été de construire des services à valeur ajoutée. Donc pas juste des messages, mais des services à valeur ajoutée. Par exemple, on offre des services de prévalidation des données essentielles de paiement avant d'envoyer ton paiement, ce qui permet de limiter les envois dans des comptes qui n'existent pas, qui ont été fermés ou que sais-je. Donc ça a été assez important comme nouveau système, nouveaux services, des services de lutte contre la fraude, on y reviendra. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape dans laquelle on est. Quatrième étape, pardon, qui est donc celle qu'on construit aujourd'hui, qui est l'utilisation de notre réseau pour connecter à d'autres réseaux. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais par exemple, un des concurrents des banques, mais qui avait été vu aussi pas mal comme concurrent de Swift, qui est Wise, qui était une fintech dans les paiements internationaux. On a fait une collaboration avec eux pour qu'ils se connectent à notre réseau. Donc, on offre aux banques la possibilité de se connecter aussi à Wise, donc d'être vraiment un réseau de réseaux. Également, donc ça, c'est la partie rail, si je puis dire, vraiment un réseau. Et on offre aussi tous les services qu'on offre aux banques. On y reviendra, des services à valeur ajoutée, justement de prévalidation, pour les petits aussi des services de suivi, de tracking des transactions et rapide, quasiment instantané pour les petits paiements, des services de gestion des exceptions, etc. Donc ça on offre tous ces services-là. L'idée, c'est de le mettre maintenant sur le front-end des banques. Donc pas seulement dans le back-end des banques, mais de pouvoir offrir toute la partie API. Donc on s'est évidemment énormément APIisé, donc on s'est digitalisé, et toute la partie API qu'on puisse l'exposer
dans l'application. Donc, c'est-à-dire que si toi, demain, tu envoies un paiement à l'étranger, tu pourras suivre non seulement ton paiement, tu pourras le faire si c'est pour un particulier instantanément ou en tout cas en moins de 4 heures, puisque c'est la règle en vigueur, etc. Donc, de le voir directement sur ton application. Alors, pardon, je vais faire exprès, je vais rentrer dans 2-3 petites piques, mais entre autres avec le Paris FinTech Forum, le nombre d'acteurs que j'ai reçus, dont celui que tu viens de citer. Mais aussi, je me rappelle d'un beau panel avec monsieur Librand, donc à l'époque patron de Swift, et le patron de Ripple, où ils avaient des gants de boxe d'ailleurs, je crois, qui est toujours un des panels les plus regardés sur notre chaîne YouTube, où en gros, pour Swift, pour les FinTech, c'était synonyme... même Jurassic Park, c'était moderne. Enfin, c'était de toute façon, tu mets les doigts là-dedans, il y en a pour des semaines, est-ce que ça marche, des jours, est-ce que ton virement il arrive, alors que chez nous, c'est instantané, etc. Je prends la caricature volontairement. Hein. Mais n'empêche que, il est vrai qu'avec le système de banque correspondante, etc., entre comparer un Wise où ton virement est immédiat ou comparer à des promesses, parce qu'elles n'ont pas toujours été très tenues, mais de systèmes blockchain, pour envoyer de l'argent, peut-être pas en l'instant de la lumière, mais en tout cas rapidement à l'autre bout du monde. Quand on fait un virement Swift, on se dit tout le temps, ouh là là, ça va être long. Quand ça a changé, ça a changé, mais quand ça a changé en fait. Ben, je te dis, à partir de ces innovations de tracking, 2016, 17, 18, 2017 déjà, le fait de tracer ton paiement et de permettre de pouvoir intervenir à tout moment, de pouvoir prévalider ton paiement et donc d'éviter toutes les frictions aussi qui, si jamais tu as mal rempli je sais pas, une erreur dans ton numéro de compte par exemple, et bien ça génère des frictions. Donc on sait énormément, enfin il y a eu énormément de progrès là-dessus. Aujourd'hui, tu as 90% des paiements, 89% pour être précise, qui arrivent à la banque bénéficiaire en moins d'1 heure, et certains c'est en quelques fractions de secondes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est potentiellement, une fois que le paiement arrive à la banque du bénéficiaire, c'est le temps que ça prend à la banque de le verser au bénéficiaire, donc à l'entreprise, la réconciliation, surtout il y a certains pays, les contrôles de change, de conformité spécifique, etc. Donc c'est là où le sujet. Donc là aujourd'hui, c'est pas. Comme on appelait ça virement Swift, c'est toi qui prenais quoi. Oui, c'est sûr. mais là, voilà. Donc et puis on y reviendra, mais on fait beaucoup d'innovations aussi avec toute la partie blockchain. Je vais y venir sur ça juste après. Alors même question un peu pour toi, qu'est-ce qui a vraiment été impactant et qui vous a poussé à vous changer Mes 4 buzzwords, c'est Big Data, mobile, régulation et temps réel. Quand on faisait la compensation, on était dans l'intraday. Maintenant qu'on fait de la lutte contre la fraude, de la tokenisation, du digital, tout ça s'est passé en temps réel, évidemment, avec l'instant payment. Le big data, c'est ce qui nous a permis de grandir, en particulier dans la lutte contre la fraude, et qui fait qu'on a aujourd'hui un scoring qui est de tellement bonne qualité que tous les porteurs de carte bancaire peuvent l'apprécier. Ils se distinguent positivement du taux de fraude d'autres grands schemes de paiement. On est en mesure de l'ouvrir maintenant au-delà de la carte sur tout ce qui est SCT et tout ce qui est également instant payment. Donc ça, c'est la force du big data. Et aujourd'hui, même quand on pousse dans l'IA, les gains marginaux qu'on a avec l'IA ne sont pas exceptionnels. Donc on va travailler là-dessus. Mais je serais tendu à dire, on a un big data qui est tellement arrivé à son potentiel, enfin on est quand même assis sur une montagne de data, que voilà. Donc il y a un potentiel, mais pour l'instant on ne l'est pas encore. Alors on va le lancer, j'en reparlerai après. La régulation, c'est également ce qui nous a poussé. Genre s'il n'y avait pas eu le SEPA, l'Instant Payment, DSP2 et autres joyeusetés, on n'aurait sans doute pas développé autant de nouveaux services pour répondre aux attentes de nos clients. Puis le mobile, c'est la révolution dans le monde des paiements. À la fois, c'est du temps réel, à la fois, c'est des nouvelles technologies liées à la tokenisation. C'est tout ce qu'on a fait avec Paylib et ce qui nous a également développé dans un univers de nouveaux services. Et puis, ce qu'on a devant nous, si je te redonne 4 buzzwords, on a encore beaucoup de régulation, donc on pourra en reparler. Que ce soit le wallet digital, on va reparler de One Leg Out avec Swift, tout ce qui arrive peut-être avec l'euro digital de Banque Centrale, le cloud, l'IA. Voilà, tu as sorti tous les buzzwords pour la deuxième partie de la conversation. Exactement. Avant d'aller dans cette deuxième partie, juste une question, parce que un peu comme dans le panel précédent, la période jointure charnière semble être quand même 2015-2018, qui est justement celle où on a vu l'explosion du nombre de propositions de valeur de fintech qui allait titiller, au moins dans le discours. Les banques et leurs clients pour dire attendez, pourquoi c'est pas du temps réel, nous on fait du temps réel, etc. Vous l'avez pas cité, mais j'imagine quand même que cette concurrence, même très marginale par rapport à des volumes du PIB mondial, mais ça vous a aussi poussé à évoluer toute cette innovation externe.
C'était quand même une pression. Oui, bien sûr. De toute façon, l'innovation externe nous a poussé à évoluer. La demande des banques aussi nous a poussé à évoluer. Donc, bien sûr, et les nouvelles technologies, comme je disais, on offre de plus en plus. Tout s'apaise. On passe de la messagerie, d'une technologie de messagerie à une technologie cloud, API. Donc, ça c'est certain. On investit beaucoup aussi. On a dans une plateforme d'IA. Où on a donc beaucoup d'investissements sur ce sujet d'IA. Et un des use cases que l'on travaille en priorité, c'est justement la lutte contre ce qu'on appelle la détection de l'anomalie, que ce soit fraude ou erreur. Donc on a effectivement des modèles également de scoring de transactions de base, hein, c'est-à-dire qui marchent très très bien. Mais l'IA, en revanche, permet d'améliorer significativement, notamment ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hop, ton paiement s'arrête alors qu'il devrait continuer. Donc voilà. Donc ça, c'est des sujets technologiques qu'on regarde beaucoup. Alors par contre, je vais rebondir parce que vous avez tous les deux cité en moins de 3 minutes l'IA. Moi, j'ai un peu l'impression que tout le monde maintenant est obligé de le citer, mais que les projets ne sont pas encore vraiment matures dans nos grandes entreprises. Déjà, ils le sont à peine dans ceux qui lèvent 120 millions. Là. J'ai l'impression que voilà, on a lancé des projets, mais enfin, on n'est pas encore. C'est plus du scoring amélioré que de l'IA pour l'instant. Enfin, où vraiment vous êtes très en avance. Non, en fait, oui, effectivement, c'est pas encore live, mais on lance des pilotes avec une grande partie de la communauté financière, enfin avec plusieurs banques qui ont rejoint ce pilote pour justement non seulement nous, c'est-à-dire scorer les transactions, rajouter des éléments qui vont faire que le niveau d'alerte est bien amélioré, et vraiment significativement, nous c'est 30 à 40% d'amélioration. Et également de travailler avec les banques, donc la communauté financière, pour travailler sur ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle fédérée, c'est-à-dire que on va travailler chacun sans partager nos données, mais travailler sur des modèles qui vont pouvoir s'améliorer en partageant justement nos modèles et les tendances, les patterns sur les modèles. Donc on n'est pas live encore, mais... Même question sur les hype, parce que tu l'avais cité juste avant. Écoute, on sera live à mon avis d'ici 6 mois sur la fraude. On est en train de finaliser, dans la lutte contre la fraude, on est en train de finaliser nos derniers pilotes, et voilà, donc là-dessus je suis assez confiant. On n'est pas live par contre, donc ça c'est de l'IA, on va dire plutôt basique. On n'est pas encore live sur l'IA générative qui est capable de me transcoder du Scala en Python, d'autant plus que quand voilà, on est sous la loi de programmation militaire, il y a des trucs qu'on va complètement faire, mais voilà. D'accord. Donc on y travaille. Tu as cité un autre buzzword des années précédentes, moins maintenant, mais quand même, crypto. J'ai participé à un panel en 2019 à Sibos. Je ne sais plus dans quel pays c'était, mais enfin, c'était sympa. Moi, je parlais de cryptographie, pas de crypto-monnaie. Non, moi, je parlais, pardon, j'étais reparti sur Marianne. Pardon. Je comprends. Surtout que Sibos, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le grand événement annuel de Swift. Grande messe annuelle des systèmes liés à Swift. Et à l'époque, il y avait quand même déjà des pilotes en cours, en particulier dans certaines vraiment très niches, hein, des sujets bien spécifiques d'usage de la blockchain pour faciliter un certain type de transactions, etc. Vous en êtes où là-dessus ? Alors, nous, on part du principe que le monde va se fragmenter déjà. Donc, juste pour remettre un peu de perspective, c'est-à-dire se fragmenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a les aspects géopolitiques qui va fragmenter l'industrie des paiements, et puis il y a les aspects technologiques, donc crypto, enfin monnaie numérique, banque centrale, ou autre tokenisation d'actifs et autres systèmes. Donc il y a aussi une prolifération des systèmes de paiement instantané. Tous ces systèmes-là ne se parlent pas aujourd'hui. Donc c'est et c'est compliqué de lier deux systèmes de paiement instantané, par exemple. Donc voilà, tous ces systèmes ne se parlent pas. Donc ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait, c'est déjà de s'assurer qu'on va
permettre l'interconnexion et l'interopérabilité entre quel que soit le type de plateforme de réseau qui peut apparaître. Ambitieux. Donc sur les monnaies, mais c'est notre job, hein, l'interopérabilité. Donc l'idée c'est de le scaler sur tout type d'infrastructure, de monnaie, de méthode de paiement. Donc Wise est un exemple, mais l'idée c'est de plugger tout le monde en fait. Donc demain, il y a donc ce sur quoi on travaille, c'est que demain il va y avoir certainement des monnaies numériques banque centrale. Il y a quand même 100 banques centrales qui travaillent, qui planchent sur le sujet aujourd'hui dans le monde. Nous, on sera là pour assurer non seulement que les monnaies numériques banque centrale puissent s'échanger entre elles, qu'un dollar puisse s'échanger entre un euro digital, par exemple, et puis que les monnaies numériques banque centrale puissent s'échanger avec des monnaies fiat, avec les systèmes de paiement traditionnels que l'on connaît. Donc, on a mené des expérimentations assez à grande échelle, hein, avec, là, on est, par exemple, avec 32 institutions financières, plusieurs banques centrales, qui testent justement des transferts, du DVP, voilà, des solutions, des cas d'usage un peu plus sophistiqués. On en avait une déjà qui avait bien sûr été associée à la Banque de France aussi, la Bundesbank, etc. Des grandes banques en Europe, Société Générale, BNP, UBS, étaient associées à nos premières expérimentations, qui a démontré qu'on peut effectivement interconnecter des monnaies numériques banque centrale, quelle que soit la technologie. Donc là, on avait utilisé 2 technologies blockchain, Quorum et Corda, et également avec la monnaie numérique, enfin la monnaie fiat traditionnelle. Donc ça, on le fait sur les monnaies numériques banque centrale. Dans la partie titre, on le fait aussi sur les actifs tokenisés, parce qu'il va y avoir, il y en a déjà pas mal, hein, plein, des plateformes de tokenisation d'actifs, notamment par les banques. Et pareil, là aussi, encore une fois, les banques ne veulent pas avoir à se connecter à 50 différentes plateformes, mais d'utiliser une interface et de pouvoir se connecter à toutes les plateformes qui existent. Merci. Donc on le voit, Swift, loin d'être mort, ça fait plein de choses en fait. Plein d'innovations. Plein de choses, oui, on ne connaît pas bien, mais ça fait plein de choses. Petit déficit de com, mais c'est pour ça qu'on en parle. Régis, alors toi quand on a échangé, tu m'as explosé les buzzwords. J'ai même crypto quantique. Non, alors, parmi les choses, enfin on en parlait dans le panel précédent, ou ils en parlaient dans le panel précédent, parmi les choses qui empêchent de dormir les infrastructures de marché, qui doivent être up and running 24/7, c'est tout ce qui est lié, alors, à un bout un peu historique, c'est le certificat que tu as mal changé qui te fait quand même tomber ta plateforme, et de l'autre, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité. Là-dedans, alors on n'y est pas encore, mais on se projette dans un monde où le risque sera lié à l'informatique potentiellement quantique. Alors, c'est pas à la portée de tous les acteurs aujourd'hui, et dans une lutte cyber ou contre la fraude, dans laquelle on devra être capable d'intégrer ces éléments-là. Bon. Pour le coup, ça c'est plutôt un peu futuriste, on est plutôt 5 ans devant nous. Hein. À court terme, on reste quand même sur des choses qui sont beaucoup plus basiques. C'est comment est-ce que j'évite que l'IA générative me génère au kilomètre des codes ou des malwares pour infecter. Comment est-ce que je peux gagner en agilité en me projetant dans le cloud avec tout le problème de la souveraineté. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça juste avec les ressources de la STED. Tu dois bosser avec d'autres grands acteurs de cybersécu. Enfin, c'est des menaces massives en fait, hein, qui nous touchent tous, mais qui touchent en particulier les acteurs comme vous. Vous êtes au cœur du système. Mais donc vous travaillez en écosystème avec les... Écoute, pour l'instant, on a réussi à parler avec d'autres grands noms pour dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, et on va regarder comment est-ce qu'on avance. De toute façon, la pression qui arrive, ne serait-ce que pour les Jeux Olympiques de 2024, dont on nous dit que ce sera une période cyber un peu chaude, on est déjà en train avec quasiment tous les membres de l'écosystème pour que voilà, la folie des Jeux soit qu'une folie de joie et pas de préoccupation sur les paiements. Oui, tu es confiant, j'espère. Plus que sur le RERA, en tout cas, fais-moi plaisir. Écoute, le RERA, je ne peux pas y faire grand-chose. Sur le reste, nous, l'ANSSI et d'autres, travaillons assez bien sur ce sujet pour nous préparer. Ok. Parmi les buzzwords aussi importants, et pour revenir à crypto, chaîne, blockchain, etc., l'euro numérique, c'est aussi quelque chose qui va vous impacter, j'imagine, dans vos travaux. Vous êtes sur ces sujets. Enfin, Régis. Écoute, moi, j'étais membre du Market Advisory Group de la Banque Centrale, et puis je dois avouer que même si je suis passé côté infrastructure de marché, je reste. Oui, parce qu'on l'a pas dit pour tout le monde, mais enfin, t'es tout jeune, hein, à cette tête.
depuis 3 mois. Donc vous avez la primeur de ma première intervention. Merde, il a même publique. pas fini sa période d'essai, faut faire gaffe. Alors, c'est pas exactement ça. Comme je suis mandataire social, je suis révocable ad nutum. Donc bon, là, Bon, mince. il n'y a pas de période d'essai. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, sur la monnaie digitale de banque centrale, moi je pense que, alors je suis vraiment un grand sceptique de la question. Je comprends ce qui a fait que la Banque centrale et quelques autres sont partis là-dessus, l'effet de l'onde de choc de Libra d'Ayam, de la sortie du yuan et la question de se dire les gens ne payent plus en espèces, qu'est-ce qu'on va devenir avec notre job de banquiers centraux? Objectivement, dans les cas d'usage du quotidien, je ne sais pas ce que ça va changer. Il y a beaucoup de pages pour pas dire France. grand-chose dans les rapports, quoi. Voilà, mais c'est une bonne synthèse. Mais après, d'un autre côté, une fois que tu as habillé la mariée de manière aussi élégante et que tu as mis des choses comme inclusion financière, souveraineté, c'est difficilement attaquable. Donc voilà, mais moi j'ai beaucoup de doutes sur la valeur ajoutée que ça va apporter. Pour honorer mon ancien employeur, quand la Banque Postale a démocratisé l'Instant Payment pour qu'on fasse du paiement en temps réel gratuitement, c'était beaucoup plus efficace pour le quotidien des gens que de leur dire que demain ils pourront payer dans un euro digital. Ce qu'on est en train de regarder avec Marianne, pour regarder demain comment est-ce qu'on peut interconnecter l'Astet et d'autres infrastructures de temps réel, que ce soit Singapour, FedNav, etc., c'est beaucoup plus intéressant pour le quotidien des gens et des entreprises que de savoir si demain tu pourras payer avec un euro digital. Moi, franchement, quand je lis tous les sous-titres de Lagarde et autres, il y a un use case précis en B2B, enfin, je veux dire, entre les banques et les banques centrales, il y en a beaucoup moins en B2C, quoi. Non, mais sur la banque de gros, il n'y a pas de détails. Et tout ce que Marianne a précisé sur le wholesale banking, sur les actifs non tokenisés, éventuellement du paiement machine to machine, ça fait du sens. Dans le paiement retail, voilà, bon, non seulement ça vient aussi Moi, je vous engage, si pays, vraiment voilà. il n'y a rien à discuter à Noël entre les guerres, le retour du Covid ou les punaises de lit, vous essayez l'euro digital pour voir s'il y en a un qui a compris ce que c'était. Je pense que ça n'existe pas dans nos familles. C'est plus sélectif quand même. C'est plus sélectif. Autour de la dinde. C'est plus sélectif, mais enfin en général, il y aura bien une tente pour vous dire, toi qui travailles dans la banque, j'ai un problème avec mon agence. Et là, vous shiftez sur l'euro digital, théoriquement, il repasse aux punaises de lit. Hein. Non, c'est un petit conseil parce que moi, on me casse les pieds tous les ans sur un compte bancaire à régler. Il faut que j'appelle à chaque fois après les vacances. Donc dans les autres sujets d'innovation qui vous titillent tous les matins avant qu'on passe, j'aimerais bien qu'on me dise d'ailleurs si mes pitchers sont arrivés aussi. Dans les autres sujets qui vous titillent pour les 10 années à venir, parce qu'on a parlé des 15 dernières années, vous êtes déjà un peu sur le en cours. Moi, le move du go to cloud est un vrai sujet. C'est-à-dire, pardon, parce que le cloud, question, ça existe, on n'y est pas déjà tous. Non mais Stead est déjà dans le cloud pour nos applications bureautiques, on est déjà dans le cloud pour tout ce qui est appli de développement, sandbox, etc. La question, on ne fait pas tourner aujourd'hui notre production dans le cloud. Parce que, bon, Cloud, Data Act, etc., tout ça fait que je ne suis pas complètement sécurisé sur le fait que toute la production des paiements français et une partie des paiements européens via EPI tourne demain dans des serveurs qui sont ou du côté de Seattle ou d'ailleurs, et que si jamais Trump ou un de ses successeurs un peu farfelus décide d'appuyer sur le bouton stop, on se retrouve tous à l'âge de pierre. Donc ça, c'est une vraie question. On n'a pas aujourd'hui d'alternative. Enfin, déjà, s'ils appuient sur le bouton stop de Visa et Mastercard, tu vas être un peu embêté quand même. Non, parce que moi, je traite... Enfin, toi, peut-être. Mes actionnaires, sans doute, mes clients en particulier, mais donc toutes ces développements de souveraineté aujourd'hui autour de cartes bancaires et des wallets qui se font autour de l'instant payment comme EPI apportent une alternative à ça. Alors pas si on se déplace demain et que tu dis je vais au Maroc et finalement on a décidé que tous les porteurs français de cartes Visa ou Mastercard ne pourraient plus payer. Donc ça c'est ce qui est arrivé aux porteurs russes. Mais d'un autre côté, si on est dans un monde où on se dit que finalement on va pas aller sur une implosion transatlantique, on a besoin juste de sécuriser nos datas et aujourd'hui la manière dont on peut être souverain par rapport à ça, c'est quand même compliqué. On n'a pas de cloud sécurisé en France ou en Europe qui soit à la hauteur de ce qu'apporte aujourd'hui AWS, Azure, etc. Et comme on a une sorte d'extension du domaine de la lutte, et que les États-Unis se rendent compte que leur politique d'extraterritorialité est en train de prendre un tout petit peu l'eau, ils sont en train de dire aujourd'hui de créer de nouvelles règles. Donc ils disent à partir du moment où il y a un Américain qui a touché un truc quelque part, ça sera juridiement traitable chez nous. Donc ça c'est encore un peu des choses. Ils ont bien réussi fiscalement à le faire. Donc Non mais voilà. Donc c'est là où je dois avouer, il y a cette question. Et pour Stet, la vraie question au-delà du cloud, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas tellement besoin parce qu'on n'a pas de load rebalancing, etc. Mais d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'éditeurs qui vont dans le cloud. Et demain, si on veut continuer à être agile et innovant, il faudra sans doute qu'on puisse, nous aussi, aller dans le cloud. Donc ça fait partie des sujets qui me
qui me préoccupe un peu. Voilà. On a vu la polémique d'ailleurs avec les sujets de messagerie pour le gouvernement. Hein. On prend une messagerie française, sécurisée, mais c'est sur des serveurs étrangers. Exactement. Pas simple. Marianne, même question, les sujets de demain ou d'après-demain. Déjà, enfin, avant même de parler de demain, mais ça reste un sujet de préoccupation majeure, c'est déjà l'excellence opérationnelle. Donc Swift, avant tout, c'est une boîte de technologie qui doit être archi-sécurisée, donc le système ne peut pas tomber, archi-sécurisée, une disponibilité 24/7 enfin, et tout temps, et une résilience à toute épreuve. Donc c'est juste pour vous donner un peu une image et de voir la réalité. Déjà, on a 3 data centers, donc c'est des milliers de kilomètres carrés de data centers, avec des serveurs et des systèmes informatiques à perte de vue. Dans 3, donc il y en a en Suisse, aux Pays-Bas, aux États-Unis. On en a un 4e qui n'est pas, dont on ne communique pas la localisation, qui est un système de recouvrement de crise. On a évidemment. Personne ne l'a trouvé. Challenge. Non, c'est pas connu. Évidemment, de la redondance intrasite, intersite, etc. On est en train, donc, avec des niveaux de résilience pour chacun des sites. On est en train de construire une 4e niveau de résilience qui sera absolument pas connecté avec nos data centers. Donc, c'est vraiment la préoccupation. Et donc, je parlais de donc la sécurité, par exemple, la cybersécurité. C'est la sécurité. Quoi. Donc, on travaille sur tous ces sujets. Tu confirmes, vraiment... je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure quand on discutait sur les banques digitales, mais que depuis une grosse année, là, la cybersécurité, c'est vraiment dans les banques, ça a complètement explosé. Dans et tous donc, tes membres, quels que soient les pays, j'allais dire, tu vois complètement. la même chose. Et donc, c'est notre sujet de préoccupation et c'est sur quoi on investit énormément. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième sujet, c'est ce que je te disais, c'est de s'assurer que les paiements internationaux soient aussi fluides et instantanés que les paiements domestiques. Donc ça, on y travaille avec toutes les innovations que l'on a mis sur le marché. Maintenant, il faut que toutes les banques puissent y avoir accès et surtout adoptent et utilisent ces services pour que vous puissiez, en tant que particulier ou entreprise, avoir ces services-là et que ça soit instantané. Et puis, dans le futur, comme je te disais, ce qui nous préoccupe, c'est la fragmentation. Donc, de s'assurer qu'on puisse continuer à offrir l'interopérabilité, l'interconnexion et l'interopérabilité entre les différents systèmes. On travaille sur tout ce qui est instantanéité. Donc, on a parlé d'Holo tout à l'heure. Donc, en Europe, il y a le SCIM par l'EPC, European Payment Council, qui permet des paiements maintenant étrangers qui seraient instantanément exécutés en Europe. Donc, on a fait une première expérimentation en Espagne avec Hyperpay, l'équivalent de STET espagnol, où des paiements anglais, australiens, néo-zélandais, etc., brésiliens ont été exécutés instantanément par le système espagnol, instantanément en Espagne. Donc voilà, donc ça c'est des sujets, fournir l'instantanéité et assurer qu'on sera là pour l'interopérabilité quand il y aura des monnaies numériques banque centrale ou autres types de systèmes qui vont se développer. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Ça sera le dernier mot. Oui. Parce que le fait de reconnecter ensemble des systèmes et de les rendre interopérables est, en termes de résilience et d'économie d'échelle, beaucoup plus intéressant que la fragmentation des paiements. Quand on voit que, on revient sur l'euro digital de Banque Centrale, c'est un moyen de paiement supplémentaire qui ne capitalise pas sur les infrastructures existantes. Je laisse de côté le fait que ça va être le pot de miel sur lequel tout le monde va pouvoir aller s'exciter pour faire du hacking. Mais voilà, moi je préfère nettement qu'on regarde comment, comme l'a fait Hyperpay, comme le fait Swift, on arrive à interconnecter les infrastructures de place plutôt que d'avoir cette dispersion de paiement et de moyens dans un univers où, en fin de compte, ce qui nous rend aujourd'hui acteurs et solides et robustes, c'est la capacité d'avoir été capturer les économies d'échelle dans un monde, encore une fois, où le coût of doing business pour la cybersécurité et la conformité augmente. Donc je suis un avocat, c'est pas une mauvaise traduction, mais voilà, d'interconnexion et de coopération entre systèmes. Capitalisons sur ce qu'on a plutôt que d'en créer encore un peu. Exactement. Quoi. Bon, en même temps, après 15 ans de fragmentation et de nouvelles offres, un peu j'allais dire de rebundling de tout ça, c'est pas complètement idiot dans les cycles habituels de développement. Merci beaucoup. Comme d'habitude, j'ai pas tenu ce que j'ai dit. J'ai dit on n'a pas 25 minutes, on a pris 25 minutes. Donc merci, vous pouvez les applaudir.